Si nous avons aujourd'hui des courses de gommiers, nous le devons aux Indiens Caraïbes. Blaise Bulvert est un fanatique de la course du gommier. Le gommier, une tradition incontournable en Martinique, une véritable Formule 1 de la voile traditionnelle. Blaise participe aux courses organisées dans le cadre du championnat annuel. Pour gagner, il faut un excellent bateau, un gros moral et un équipage soudé. Nous avons ici le premier bois, Démarre Eric, marin pêcheur. Ensuite, deuxième bois, Bulvert Blaise, électricien, artisan. Laucher. Troisième, Laucher. Quatrième, Bleu. quatrième Badleu, Alphonse. marin pêcheur. Ensuite, Alphonse, Gaudu, marin pêcheur. Avec Blaise, nous allons parcourir la Caraïbe, retrouver les origines de ce bateau et retracer l'extraordinaire histoire maritime survenue dans cette région. Les funambules martiniquais s'amusent à assurer le fragile équilibre d'une embarcation qui est en fait un bateau de légende. Car le gommier de course n'est qu'une version moderne de la pirogue Caraïbe, un bateau aux origines immémoriales, le dernier témoin d'une épopée maritime presque millénaire. Regardez bien ces bateaux. Leur coque est taillée directement dans un tronc d'arbre. Ce sont de vraies pirogues à voile. Il y a Freedom qui est premier et sinon l'autre Welcome. La cause de Talassa, EDF. Les régates de gommiers, c'est un phénomène lié à la société martiniquaise. C'est pour le côté loisir, c'est le côté ludique de la chose. C'est pour faire en sorte que cette tradition se perpétue et que nos enfants, nos petits-enfants puissent en bénéficier. Nous sommes actuellement le seul pays à organiser ces genres de régates, les régates de gommiers le dimanche. Nous avons des gens qui n'ont jamais fait la pêche. Ce ne sont pas des marins pêcheurs en eux, mais qui sont de bons régatiers. Tiens, nous avons des gens qui sont chauffeurs de taxi. La semaine, ils sont derrière un volant. Mais le dimanche, eh bien, ils sont très heureux de s'embarquer dans un gommier. Et ce sont de très bons régatiers. Donc, ce n'est pas difficile non plus. Il suffit d'avoir l'instinct et de le vouloir. Ça va, voilà, un problème. Voilà, alors Pierre de la course là présent, et puis... Le gommier ou la pirogue, c'est un arbre que l'on coupe et que l'on creuse et qui donne ensuite la forme que nous connaissons. Voilà voilà. Ouais. Eh ben voilà. Eh, vous arrivez, hein? Ah oui, mais oui. Regardez là. Le terme de gommier vient de l'arbre dans lequel il est taillé.
Ici, on ne fabrique plus de gommiers pour la pêche, mais pour la course. Comme sa passion de la régate est restée intacte, Émile Largel est non seulement un fabricant de gommiers de course, mais aussi le créateur d'une école de voile pour les jeunes de sa commune. Bon, Sophie. Donc, Tonton, avec quoi on tient l'équilibre du bateau? Reine du haut, maîtrise de l'équilibre. Est-ce que la reine du bas nous donne? À quoi ça sert la reine du bas? La force. La force du vent, la vitesse. Donc, c'est l'accélérateur et c'est l'équilibre. Donc, pour l'instant, vous allez donner le maximum de vitesse à l'embarcation. Mais si on file, ça va bouger. Le frein, c'est la reine du bas. Ensemble. Non, c'est Chabine. On embarque progressivement. Le premier poisson va. Il faut dire qu'avant tout, je suis enseignant d'éducation physique et je me bats pour l'introduction des activités traditionnelles en éducation physique. Qu'on le veuille ou pas, nous avons les meilleurs gommiers de compétition. Et ça fait boule de neige en sorte que les enfants voyant faire les adultes, ils veulent faire aussi comme les adultes. Parce qu'il faut dire que sur ce gommier-là, j'ai plein de petits-neveux, mais j'ai même des enfants. Donc c'est une transmission de patrimoine de père en fils. Kevin, écoute la goutte. Kevin, il écoute la Bible. Vraiment, il a toujours. Force. Gaëtan Petitot est l'un des spécialistes de l'histoire du gommier. Il a bien connu l'époque où la Martinique vivait au rythme du gommier. Quand vous dites le gommier, c'est un terme quand même que je n'aime pas tellement. J'aurais préféré dire le bois fouillé. Parce que quand je dis bois fouillé, quand même, ça a un étendu sur toute la Caraïbe. Bois fouillé, ça veut dire pirogue monoxyle, c'est ça? Le bois fouillé, c'est un bois fouillé. Sans le gommier, on ne pouvait pas vivre en Martinique. Par le passé, c'est tout pour la Martinique. C'est le mariage, les naissances, les décès, le travail. Parce que quand vous dites la pêche, je suis très mécontent. Parce que le gommier n'est pas limité à la pêche. Le transport, tout, c'est le gommier. Sans le gommier, on ne pouvait pas vivre en Martinique. Aujourd'hui, on n'abat plus de gommiers en Martinique. La raréfaction de l'arbre fait qu'on les importe désormais des îles voisines, Sainte-Lucie ou la Dominique. C'est tout un savoir ancestral qui est en train de disparaître. Nager, Blaise, il faut nager. 75 ans à un siècle pour que ce bois soit à maturité. À 50 ans, si vous l'abattez, vous le cuisez, 9 fois sur 10, ça ne va pas tenir longtemps. Maintenant, je vous vois venir, vous voulez me dire comment peut-on entrer dans la forêt et détecter qu'un arbre a près d'un siècle ou 75 ans. Ça, c'est un secret qui se transmet de vieux en vieux. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que ça n'a rien de scientifique. Pour les mâts de mes voiles, il me faut un mât de 9 mètres avec un diamètre de 12 à 14 cm. J'arrive dans la forêt, je trouve un bois côte de 9 mètres, 12 à 14 cm. Par expérience, je dis ça, ce bois-là est trop jeune, je n'en veux pas. Et je continue à marcher. Plus loin, je rencontre un mât de 14 cm de diamètre, 9 mètres de hauteur. Je dis, bon, ce bois-là est à maturité. Par conséquent, la dimension de l'arbre n'a rien à voir avec l'âge de l'arbre. Pour le planter. Il y a une chose
Vous pourriez me dire que, comment se fait-il qu'on utilise cette bouche comme moyen de propulsion? Vous avez bien vu que nous avons remonté la rivière à la rame et nous avons vendu nos produits de la mer et nous avons fait nos provisions en légumes. Maintenant, nous sommes un petit peu fatigués. Nous bénéficions de cette branche de palétuvier qui nous sert de propulsion. Je vous ai parlé de bois fouillé, mais qui dit bois fouillé dit également calebasse. Et le calebasse sanctionné en deux parties, ça s'appelle le couille. Et c'est un élément primordial pour nous et à la voile traditionnelle et à la pêche. Lorsque nous sommes en haute mer, le matelot est à sa place, le patron est à sa place. Et le mouvement du couille tombe toujours au même endroit. Et après une dizaine d'années, nous avons notre coque pour eux. Le couille est un terme créole. Il est cité pour la première fois par le révérend père Duterte dans son Histoire générale des Antilles de 1667. Mais en fait, le mot couille trouve son origine chez des Indiens originaires des régions amazoniennes. Au début du XIVe siècle, une incroyable épopée débute dans le delta de l'Orénoque pour un groupe de marins. Grâce à de minuscules pirogues à rames taillées dans un tronc d'arbre, des Indiens caraïbes réussissent à quitter l'Amazonie, à traverser d'île en île et à coloniser les petites Antilles en quelques dizaines d'années. Nous n'avons que peu de détails sur la vie de ces premiers Caraïbes. Les chroniqueurs de l'époque ne nous ont laissé que très peu d'observations sur ces marins téméraires. Mais leur tenue, leur habitat et leurs pirogues évidées ne laissent aucun doute sur leurs origines. Au XVIIe siècle, des flibustiers français et anglais débarquent aux Antilles. Ils prennent contact avec ces Indiens caraïbes pour commercer. En 1620, une expédition tourne mal. Un navire flibustier français est contraint à se réfugier en Martinique. L'un des membres d'équipage reste prisonnier des Indiens caraïbes pendant 11 mois. Il nous a livré le premier témoignage complet sur les Caraïbes des îles. Son ouvrage, Relations d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales par le capitaine Fleury, plus connu sous le nom de l'Anonyme de Carpentras, témoigne des techniques employées par les Indiens de l'époque. Le pays est fort montagneux et si épais de bois partout qu'on y peut presque entrer, joint aussi qu'il y a beaucoup de rochers qui s'avancent ou, servant de rempart à la mer, empêchent ou font qu'il n'y a de passage tout le long d'Issel pour aller d'un village à l'autre. C'est pourquoi nos Indiens ont recours, pour raccourcir leur chemin, d'aller par mer dans des bateaux qu'ils nomment canobes ou autres petits qu'ils nomment koalas. Vogue avec une rame qu'il nomme Aboku. Il s'en va, tout seul, à la montagne, portant quelques cassaves sous son bras, pour y remarquer un arbre selon son dessein. Lorsque le lieu où doit être coupé l'arbre est trop éloigné du village, et qu'il faut presque une journée pour y aller, joint que les arbres sont si gros, qu'il faut bien du temps à l'abattre, alors ils font porter leur lit de coton pour y coucher, et ne s'en reviennent que l'arbre ne soit coupé.
mais parce qu'ils séjournent là quelquefois 7 ou 8 jours, car ils ne coupent pas seulement l'arbre, mais aussi font un chemin ou place vide du côté qu'il doit tomber. L'arbre étant coupé, le même entrepreneur prit 5 ou 6 Indiens de son village pour aller creuser et brûler sa pirogue. Et ils y demeurent quelquefois plus de 25 jours ou 3 semaines. Et l'ayant bien ébauché, ils s'en reviennent pour quérir davantage d'hommes, pour aider à le traîner du lieu où il est jusqu'au bord de la mer, où après on la parachève tout à l'aise. En allant, font des chemins pour faire passer leur pirogue et mettent de gros rouleaux en travers pour la faire plus aisément rouler. Ce qu'ils font avec une telle force, dextérité et adresse qu'il est quasi impossible, à qui ne l'a vu, de croire qu'ils aient passé un si grand fardeau par des lieux si incommodes. À y regarder de près, quelques siècles plus tard, il existe encore des coins des Caraïbes où rien n'a changé depuis ce temps-là. Cunayala, le territoire des Kunas, au large du Panama. Ici, le temps semble ne pas avoir eu de prise sur les hommes. Le sablier de la civilisation s'est arrêté ici, à l'époque où les Indiens Caraïbes ont débarqué dans l'archipel. En territoire Kuna, tout apparaît presque comme avant chez les Indiens Caraïbes. Nous vivons dans des maisons construites à fleur d'eau, au rythme de la pirogue en bois fouillé, au rythme des Indiens Caraïbes. Ici, tout est pirogue comme à l'origine des temps. Comme nos ancêtres, nous entretenons un système de démocratie directe. Chaque île dispose d'une voix au sein d'un congrès général qui veille sur Cunayala. Rien ne peut se faire sans son accord. Mais en général, nous prenons nos décisions nous-mêmes à l'unanimité. Nos chefs traditionnels, les Sailas, interviennent parfois en dernier ressort sur des questions délicates, comme un partage d'une terre ou une querelle de famille. Ils sont les détenteurs de la tradition. Muchas veces estamos organizados en forma muy democrática para tratar tierras familiares, individuales, comunales, y nosotros nunca nos peleamos. 3 caciques generales gobiernan el pueblo Kuna, porque nosotros estamos cuidando todos los relacionados al
al medio ambiente, porque nosotros tenemos que cuidar nuestros mares, nuestros campos, nuestros ríos, porque eso está prohibido por los caciques, a maltratar a varias cosas que nosotros tenemos y conservamos desde nuestra tradición. Blaise retrouve ici toute une culture oubliée par les siens. La pirogue, le bois fouillé, c'est une technique des Indiens qui ont passé cette technique à nos grands-parents et mon grand-père serait là, il aurait été content de voir façonner cette pirogue. Depuis bien longtemps, notre société est essentiellement matriarcale. La femme détient l'hérédité des biens et du nom. Elle se réserve les tâches domestiques, mais elle a aussi son mot à dire sur chaque événement important. Et elle a souvent gain de cause. Elles fabriquent encore leurs vêtements, les moyas, et leurs bracelets de pieds et de bras en perles, selon une méthode de filage et de tissage transmise de génération en génération. Ces techniques sont la manifestation la plus présente de notre culture et nous y tenons beaucoup. Si autrefois les mariages étaient arrangés par la famille, aujourd'hui la jeune fille Kuna choisit son époux. Le moyen le plus convaincant à sa disposition est l'enlèvement. L'époux doit toujours habiter au sein de la famille de la femme. Alors, la fiancée envoie tout simplement des garçons se saisir de l'élu de son cœur. Sagement voilée, elle attend chez elle qu'on le dépose, dans un hamac où elle va le rejoindre. Après un bref rituel, on les laisse seuls. Et l'affaire est en principe conclue. Entre les îlots minuscules et surpeuplés, la pirogue est un véritable trait d'union. Nous en possédons tous au moins une, dès notre plus jeune âge. Pour se rendre dans un autre village, pour aller pêcher, se déplacer en forêt, mais aussi pour aller au champ. La pirogue nous accompagne tout au long de notre vie. À la naissance, les nouveau-nés glissent par une fente du hamac de la mer dans une pirogue remplie d'eau. À leur dernier voyage, nos défunts sont amenés en pirogue vers le continent, la terre de nos ancêtres, pour être enterrés. Une pirogue miniature est placée sur sa tombe pour que son âme puisse naviguer en paix sur la rivière de l'au-delà. Les îles habitables sont peu nombreuses et surpeuplées. Les champs se trouvent donc à quelques coups de pagaie sur le continent. Comme la mer appartient à celui qui l'exploite, la terre appartient à celui qui la défriche. Chez nous, chacun est libre d'exploiter son lopin de terre. Il s'agit plus de culture pour survivre que pour le marché. Ici, on cultive et l'on troque le maïs, le manioc, la banane plantain ou l'ananas. Nous avons aussi des plantations communales où les hommes peuvent cultiver des produits qui ne poussent pas sur leur propre terre. C'était notre manière de préserver une vraie polyculture pour chaque famille. Mais trop souvent aujourd'hui, les hommes ne veulent cultiver rien d'autre que la noix de coco. Avec le temps, l'argent liquide a pénétré par le biais du commerce de la noix de coco avec les marchands colombiens. Les hommes ici tentent de faire fortune avec un produit trop fragile sur les marchés de la région. Notre langue est restée très longtemps une tradition orale. Elle n'a été transcrite que tout récemment. Aujourd'hui encore, la grande majorité des Kunas n'écrivent pas la langue. Il existe même une langue secrète Kuna, connue des plus anciens d'entre nous. Sorte d'écriture-peinture à base d'idéogrammes, cette langue raconte de longs
Yagua, yagua, analam pega nei sobleali, cambium dumadi nei non nei senoni, am pega nei sobe sokara. Luan anitogo, ya omega sen. Muolo do gampandu bene, uluka yole. Ouais, c'est rien que les immersos, ouais, je voulais dire que nasi ou dabugaret, nari que kingi nika zika ça, voulait dire que immer likat, emes quoi, bergus, barra de chole, et teo ko, ya guardaken. Nasi, c'est rien, ça veut dire nasi daken. Grâce à sa farouche détermination, le peuple caraïbe, comme les Kaunas, avait préservé l'essentiel de ses traditions quand il rencontra les Blancs venus d'Europe. Ces hommes leur apportèrent la voile, qu'ils adaptèrent rapidement à leur pirogue. Mais les colons apportaient aussi d'autres progrès, plus insidieux et plus dangereux encore qu'ils ne le pensaient. Les Indiens caraïbes étaient encore 10 000 au XVIIe siècle. En 2 générations, ils furent anéantis par la colonisation et le métissage. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques petits groupes isolés, notamment sur l'île de la Dominique, où vivent 150 Caraïbes de souche. Au sud de la Guadeloupe, l'archipel des Saintes constitue une bien curieuse exception maritime dans les Petites Antilles. Au XVIIe siècle, les colons français développent en Guadeloupe des plantations de canne à sucre et de bananiers qui nécessitent l'importation de milliers d'esclaves noirs d'Afrique. Certains tentent d'installer les mêmes plantations aux Saintes. C'est l'échec. La sécheresse et le manque de sources les contraignent à se tourner vers la mer. C'est ainsi qu'est née la Saintoise. La pêche ne nécessitant que peu de main-d'œuvre, les Blancs sont restés en outre majoritaires dans l'île. Avec la Saintoise, les marins de la région acquirent rapidement la réputation d'être les meilleurs pêcheurs des Antilles. La Saintoise à voile s'imposa dans toute la Guadeloupe et même au-delà. Aujourd'hui, ce magnifique canot ne sert plus à la pêche. Il a été supplanté par les Saintoises à moteur et une fois encore, c'est la compétition entre passionnés qui sauve l'autre survivant de la tradition maritime de la Caraïbe.
Ce sont les deux meilleures équipes. Hein? Ouais, ouais. Les autres sont là, mais ce sont les deux meilleures équipes. La Saint-Oise nous provient peut-être de Bretagne ou de Normandie, mais c'est une tradition de blanc qui a été amenée aux Antilles sur l'île Les Saintes. Le gommier et la pirogue sont un bois fouillé. C'est un arbre que l'on coupe, que l'on fouille et qui nous donne la forme que nous savons. La Saint-Oise, elle est différente. Elle est différente parce que c'est d'abord une ossature que l'on confectionne et puis après, on fait un amas de contreplaqué et de planches. Ça, c'est vraiment le bateau Saint-Ois, que le Saint-Ois pratiquait à l'époque, il y a des années, des années. Oui. Bon, là, il y a la coque, c'est très, très différent par rapport à celle-ci. Oui. Et vous voyez, c'est vraiment la coque ronde, et puis à l'intérieur, c'est pas pareil. Là, c'est en V, et là, c'est vraiment arrondi. Ouais. Et puis, il travaillait comme ça avant pour aller à la pêche. Quoi. Oui. Donc c'est une Saint-Oise à voile, ça. Voilà, à voile. Mais aussi, c'était Saint-Oise aussi à moteur. À Même avec la quille, Non, sans quille, sans sable. Ah, bon, okay. Si on allait à la pêche, à la voile, on prenait même 2 ou 3 droites, on le vend. On a gagné de l'argent. Mais maintenant, à bord de ce bateau-là, on va à la pêche. On n'a rien gagné si on prend 2 ou 3 droites. C'est juste l'essence. Donc, où est l'évolution? Ça n'est pas possible à présent. Ça n'est pas possible à présent pour nous aller la pêche la voile. Parce que les moteurs, c'est un aspect moderne des conditions pêcheurs. Donc nous mettons moteur, c'est pour nous-mêmes que ça sert de moteur. Parce qu'à quoi bon ça sert, que nous ne pas mettre des bails pour ne pas fatiguer nous. Bon, évidemment, nous ne pouvons pas dire un côté traditionnel. Vous avez fait comment là pour pêcher ce poisson, monsieur? Il était difficile de monter ce gros poisson à bord. C'est pas difficile de monter à bord. Je vais peut-être la faire comme on là. Est-ce qu'on va changer plus gros poisson rapide durant toute la pêche? On prend un plus gros poisson, 35 kg. 35 kg. Qui m'a senti actuellement la pêche là par rapport à ça qu'on a fait, à ça qu'on fait auparavant au niveau de la pêche? Par rapport, c'est plus langouste, à la côte, par plein canot, mais pas vendu. À quelle distance vous êtes arrivé, vous êtes sorti de l'essai? Est-ce que vous pouvez voir les distances là, sortir entre l'essai et puis vendre les bons poissons? Ah, mais non, on va aller au large. Les fonds sont trop pêchés? On a tout pris à la plonge, à la vite. À la côte, on a tout ruiné. C'est la vérité. Les fonds des Saintes sont devenus très pauvres. Les meilleurs pêcheurs des Antilles les ont trop exploités. Malgré les apparences, il leur faut se tourner vers d'autres activités. De 9h à 16h, l'île appartient aux touristes. Les Saintois se reconvertissent dans la restauration, l'hôtellerie, les boutiques de souvenirs, de mode ou encore la location de scooters. D'autres proposent des chambres chez l'habitant. Si chacun semble y trouver son compte, on peut se demander comment ce petit groupe humain, accroché depuis le XVIIe siècle à ces mornes arides, parvient encore à préserver son identité devant cet afflux quotidien. Avec le retour des dernières navettes, l'île retrouve son calme jusqu'au lendemain matin. Les Saintois reprennent pour quelques heures possession de leur bourg.
pêche, tu vois. La pêche, oui. Bon, si quelqu'un qui me donne pour faire notre métier, oui, je le fais. D'accord. D'accord. Donc c'est-à-dire que tu peux faire la maçonnerie, tu peux faire autre chose à part la pêche. Pas la pêche. D'accord. Ouais. C'est pour gagner un petit peu d'argent pour le rôle. Ok. Ouais. Oui, des fois, on vend pour les hôtels. Oui. Mais quand on prend des go, des tasas, ou bien 5 grosses pièces de droite, on les vend pour les droites, pour l'hôtel. Pas beaucoup là. Pas beaucoup. Non. Les Saintois n'ont plus le choix. La pêche à la nasse près des côtes devient impossible. Reste la pêche au large, qui nécessite des yoles en plastique avec des moteurs de 100 chevaux. Quelques pêcheurs veulent encore payer ce prix, même si leur santé doit en pâtir. Une journée de pêche, sans couverture. C'est coq. Avec ça, ça va détruire les jeunes marins-pêcheurs, hein, c'est sûr. Hein. Ah ouais, quand ils auront 40 ans, ils n'auront plus la force de faire d'aller en mer. Hein. Ils ont un détachement de vertèbres. Regardez ma ceinture là. Malgré ça, on continue. Ah ouais, il faut. Il faut, c'est l'amour. C'est le métier aussi. Le poisson, c'est ma vie. En terre saintoise, une coutume se meurt lentement. Mais la tradition de la pirogue de pêche reste bien présente dans un autre coin de la Caraïbe, à Haïti. Découverte par Christophe Colomb, première île à être colonisée dès 1492, Haïti fut aussi la première à conquérir son indépendance en 1804. Depuis cette indépendance, Haïti a été ravagée par l'instabilité politique et les troubles. Faute de moyens financiers, la pêche y est restée artisanale, pour ne pas dire archaïque. En Haïti, il n'y a plus de forêt de cèdre ou de gommier. La déforestation et l'érosion ont eu raison de la forêt. Les pêcheurs haïtiens, trop pauvres pour s'offrir des coques modernes, doivent se contenter d'un palmier. Et l'avant, l'avant et l'arrière, et derrière et devant. Mais devant. Ok. Devant. Donc alors là, tout ça, il forme quoi, il forme là. Tout ça, il faut aller. Ouais. Tout ça tombe, tout ça tombe. Tout ça tombe. Et tu as là, nickel. Mais ici, on est forcément né débrouillard. Les méthodes de colmatage d'un bois fouillé tournent parfois au surréalisme. Comment tu as tourné? Tiens. Ok. Ah, ok. Il foncier à pas de bon. Ouais. Il a fait de l'eau. Il a pris un pile d'eau. Il a fait pour pile. Ouais. Ok. On mettait ça. Après, nous, on a dit, on va piester. Voilà. Il y a une grande partie à l'arrière qui était abîmée. Donc, il a dû découper. Hein? On voit la pièce ici. Il a dû découper. Hein? Et remettre une pièce. Et puis ensuite, je vois ensuite qu'il a mis du chanvre. Il a mis du chanvre pour faire l'étanchéité. Et comme il n'a pas de mastic comme chez nous, donc il a mastiqué avec du ciment. Avec du ciment. Ça c'est bon quoi? Bon mais c'est rudimentaire, c'est ce qu'il a, donc il a fait avec. Là où il m'a dit qu'il va en mer avec, je trouve que c'est un peu petit. Mais il a sa technique. C'est un marin, donc il s'y connaît. Alors là, ils sont en train de monter ce qu'on appelle un toit-nappe. Donc nous avons ici des grandes mailles. Au milieu, nous avons des mailles moyennes. Et de l'autre côté, nous avons encore de grandes mailles. Tout ceci confectionné par les pêcheurs eux-mêmes. Donc là, c'est un filet qui nous permet de prendre de grosses pièces, des pièces moyennes, mais pas de petites pièces, hein, parce que les petites, elles passent au travers. Bon, ben, on prend des tortues, on prend l'arrêt, on prend des poissons rouges aussi, on prend de grosses pièces. Des requins aussi, on en prend aussi dedans. De la langouste aussi.
Allez. Le pile là, non? Il y a deux belles abeilles. C'est le paradis de langouste ici. Donc alors... Mais faut me dire ça, le gain nord des sites là, il y a un pile dans la mer. Oui. Au m'a monté. Ouais. Donc il y a plus au mât. Oui. Là la mer calme comme ça, il y a moins au mât. Mais là la mer vente, il y a un pile vague. Il y a au m'a monté. Vous devez faire 3000 livres mal en semaine. À l'aise. Je trouve que... Pas même besoin de loin, non? Tout filet toi n'a plus sorti. Donc il y a un pile au mât. Un pile au mât. Alors, ma page est mais en pile là, il n'y a pas de faire un marché encore petit parce que c'est grand monde qui peut faire ces nas là, pas faire mais c'est surtout nas bambou. Il fait nas bambou, il fait nas bambou, il fait l'autre place. En Martinique, c'est des nas qui pêchent en pile. Bien. Nas bambou, avec Jean. Oui. J'exporte la langouste en Martinique et en Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai une expédition pour la Guadeloupe. Oui. 900 kilos de langouste qui partent pour la Martinique, la Guadeloupe. Ouais. Et c'est pas pour le marché local? Non, le marché local, il n'achète pas la langouste parce qu'il n'y a pas de touristes. Je vous ai dit que c'est le paradis de la langouste. Avec peu de moyens. Oui, ça aussi, il faut le noter. Si on avait des moyens, ça plus aussi, de filets, plus de nas. Oui, je crois que si c'est pour faire le côté commercial, vite, vous deviendrez comme la Martinique, c'est-à-dire qu'il va falloir aller très loin. Ça fait 8 livres et demi. Ok? Presque 9 livres. Non, c'est là, on a fait équilibre. On s'en empêche, hein? Bon, alors je te dis... Blaise se sent chez lui en Haïti. Les techniques de navigation lui sont familières, même si elles le laissent parfois songeur par leur rusticité. Les pêcheurs parlent une langue qu'il connaît, le créole, omniprésent dans les petites Antilles. Il est né du besoin de communiquer entre des indigènes déracinés, des esclaves africains que la traite expédia outre-Atlantique et les derniers Indiens caraïbes. Ah, bon. Le jeudi des rois est jour de grand marché à l'Île-à-Vache. Les familles de pêcheurs y accourent. Un véritable musée se constitue le long des quais, présentant tout ce que la Caraïbe a pu inventer en termes de bateaux. Pas de coque plastique et très peu de moteurs. Presque uniquement des barques en bois et des bois fouillés dans un piteux état. Affublées de toiles ou de bâches plastiques 1000 fois réparées, elles assureront encore quelques décennies de bons et loyaux services au royaume de la débrouille et de la récupération. On glisse seulement à bord, oui. Reste bien, seulement à bord. On va acheter la chair.
C'est marché à qui pas bon. Si pas quand même 120 $ pour me quitter. 120 $ pour moi ça? Je ne veux pas, monsieur, je ne veux pas. 120 $? L'île de Kaayalo pourrait être une île de rêve. Cocotiers, sable blanc et même de l'eau douce que l'on trouve simplement en creusant le sable. Mais ne vous y trompez pas. Si la pêche fructueuse permet à chacun de manger à sa faim, les prix de vente sont si bas que l'argent liquide fait défaut à tout le monde. La vie est dure ici, même si elle revêt des habits de vacances. J'avais à peu près un petit peu plus fort que j'avais dans les 6 ans. Ça se faisait avec un bois que nous appelons immortel. Donc on le creusait, on faisait un bois fouillé, un gommier. Et puis je mettais un couteau au bas pour la quille. À chaque fois, je surveillais quand ma mère déposait une jupe en quelque part. Et puis je déchirais, je prenais un morceau dedans pour confectionner la voile. Donc quand elle je dis ça, quand elle revenait et puis elle voyait la jupe, elle demandait qui c'est qui l'avait déchiré. C'était jamais personne, je ne répondais jamais. Le modernisme, la pêche intensive et la motorisation ont éliminé les hommes, presque ruiné les fonds et effacé bois fouillés et saintoises de cette planète. Il existe encore des paradis pour les pêcheurs et les bois fouillés. Espérons pour une fois que la prise de conscience de la fragilité du milieu n'arrivera pas trop tard. Pour l'instant, Blaise n'en croit pas ses yeux. C'est un poisson que normalement on trouve à quelques kilomètres de la plage. Parce qu'on est à moins de 10 mètres de la plage et au ras du Moisson. Non mais à l'église Saint-Martinique, que j'ai vu prendre des bonites à 5 mètres de la plage, on m'a dit que j'ai menti.